Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau mercredi, c'est foot. Vous êtes sur la chaîne Twitch de la Provence, lendemain de défaite pour l'Olympique de Marseille, 2-1 face à Lyon pour ce match rejoué de la 14e journée qui s'était mal terminé après seulement 4 minutes de jeu et l'agression de Dimitri Payet. On va en parler en fin d'émission. On parlera aussi de cet homme, justement, le numéro 10 olympien. Est-ce sa saison? Donnez-nous votre avis, réagissez, on est là pour ça aussi, vous donner la parole. Mais avant, laissez-moi vous présenter nos nouveaux invités. Il a été le monsieur sécurité de l'Olympique de Marseille 17 années durant. Il a passé 30 ans de sa vie au club. C'est Guy Casadamon. Bonjour Guy, merci d'être là. Face à vous, Guy Casadamon, deux figures emblématiques des Dodgers, celle qui a d'abord fondé ce groupe de supporters en 1992. Colette Cataldo, bonjour Colette. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, votre fils Christian, président des Dodgers. Salut Christian. On l'a fondé ensemble. Vous l'avez fondé. Il faut rétablir la vérité, pardon, excuse-moi. Avec d'autres aussi, peut-être. Avec d'autres. Mais bon, on va dire que vous êtes à l'origine, en tout cas, de ce groupe de supporters. Et pour m'accompagner, le chef adjoint du service des sports de la Provence, Alexandre Jacquin. Salut Alex. Salut. Tu étais à Lyon hier, tu es bien rentré ? Je suis bien rentré, masqué. Du réveil. Je suis bien rentré. Tu nous donneras ton sentiment sur ce match en troisième partie d'émission. Mais avant, je me tourne vers vous, Guy, pour commencer, puisque le premier thème de notre émission vous est consacré. On va revenir sur votre parcours à l'Olympique de Marseille, évidemment. Ça commence il y a 35 ans, en 1987. Vous rentrez, à l'époque, en tant qu'agent de liaison avec les clubs de supporters. Racontez-nous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je vois Colette et Christian, il y a 30 ans de souvenirs qui me passent par la tête. Et effectivement, il y a les acteurs, c'est sûr, il y a les joueurs, ça passe, ça repart. Eux, ils sont toujours là et j'ai une pensée aussi à tous les groupes de supporters car les gens, quand ils viennent voir un match au stade de Vélodrome, ils ont le regard avec plein d'étoiles dans les yeux aussi, lorsqu'ils regardent leurs tifos, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils apportent dans ce club et tout ce qu'ils apportent même dans leur vie quotidienne. C'est pas que le jour du match, hein, cette préparation de tifo, elle n'est pas faite uniquement à une seule journée. Et je crois qu'il y a un mérite énorme de ces supporters uniques en France. Moi, j'ai dit même unique au monde. Hein. C'est quelque chose de phénoménal et d'avoir des supporters aussi avec une intensité lorsqu'ils encouragent et toujours présents dans les bons et aussi bien dans les mauvais moments. Vous vous connaissez depuis très longtemps, du coup, tous les trois. Vous êtes côtoyés durant de longues années. Vous avez beaucoup de souvenirs en commun, du coup. Oui. Énormément, oui. À l'époque, il y avait M. Domain et après, il y avait Guy. C'est ça, alors Domain, Guy, c'était le responsable des supporters. parce que tu rentres donc à l'Olympique de Marseille en 1987 et en 1993, tu deviens effectivement salarié sous la direction de Patrick Domain. Oui, c'est ça. Tout à fait. J'ai été adjoint, on va dire, officieusement avec Patrick Domain et justement pour encadrer les supporters même en déplacement, parce qu'à l'époque, les stadiers n'existaient pas. Et on partait avec 3 ou 4 gars de sécurité, on va dire, mais qui étaient plutôt des contrôleurs à l'époque au Vélodrome, puisqu'après, lorsqu'il y a eu des graves incidents au Parc des Princes, c'est là qu'est sortie la fameuse loi de Charles Pasqua, qu'il fallait retirer les forces de l'ordre dans les stades et créer de la sécurité interne, dans les stades, ceux qui sont devenus aujourd'hui des stadiers. Mais c'est vrai que à cette époque-là, c'était aussi, il y avait un côté famille, et je tiens aussi à remercier Patrick Domain, qui m'a fait énormément confiance, il m'a mis le pied à l'étrier. Puis si j'existe, et si beaucoup aussi des directeurs en France existent aussi, c'est grâce aussi aux supporters, aux groupes de supporters, qu'il faut encadrer dans les déplacements, qu'il faut sécuriser leur quotidien, on va dire, avant d'arriver dans le stade aussi, pour qu'ils aient un parcours, on va dire, dans des bonnes conditions, hein, qui sont pris en charge aussi jusqu'à leur arrivée au stade par les forces de l'ordre. Il faut passer par là. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure avec Christian et Colette, il y a cette époque aussi de la D2 aussi. On partait, c'était bon enfant, on pouvait s'arrêter, y manger dans les restaurants, c'était totalement différent. Est-ce que tu peux, Guy, nous commenter cette photo? Parce qu'il va y avoir pas mal de photos, hein, au-delà des anecdotes, on a trouvé quelques photos dans nos archives. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu les photos qui vont apparaître? Ouais. Ah oui, il y a... Ouais, ce sont aussi... Il y a Michou là-bas. Ouais, ce sont aussi des personnages qui ont travaillé dans l'ombre, mais... Ils étaient importants. Ils étaient importants parce que... Qui est-ce qu'il y a sur la photo? Est-ce que tu peux nous dire? Qui est-ce qu'il y a sur la photo? Qui se trouve à tes côtés sur cette photo? Je vois Michou Toussaint. Toussaint, oui. Et
Lui, je ne me rappelle plus. Il y a aussi, j'ai plus son nom, qui était, on va dire, l'intendant du club aussi, celui qui est sur la gauche, sur ma gauche, et qui est à droite. C'est quelle époque ça Ça, c'est à l'époque de Alain Perrin, ça. Ah ok, ouais, 2000, Je reconnais 2003, les tenues. 2003, Au début 2004. des années 2000. 2003, Ouais, c'est à l'époque de Alain Perrin, qui était C'était entraîneur. 2003 ou tout comme ça. Et Michou, c'était le Michou s'occupait des vestiaires, préposé, des vestiaire, maillots. préposé, et il avait les maillots et tout. Ouais. Et justement, tu disais c'était une autre époque par rapport au football d'aujourd'hui, et même vous êtes bien passé pendant par rapport au football d'aujourd'hui, pourquoi c'était une autre époque? Pourquoi vous aviez le droit d'aller manger au restaurant? Pourquoi vous n'étiez pas parqués comme des animaux comme vous l'êtes aujourd'hui quand que vous avez le droit une fois tous les 6 mois de faire un Parce que c'était une déplacement? autre époque, comme c'est dans la société de maintenant. Et ouais. Est-ce que tu as vu tout ce qui se passe maintenant dans Oui, la bien sûr. société? On ne le voyait pas il y a 20 ans, il y a 25 ans. Ben, le foot, il suit. Le foot, c'est le reflet de la société. Même Toutes ces à l'époque, violences qu'il y a, Ouais. elles sont dans le quotidien, on va dire maintenant. je ne sais pas si Guy s'en rappelle, mais même à l'époque, on s'arrêtait en plein Paris et on mangeait dans... Ouais. Quand M. Pellissier s'était renfermé dans les toilettes, je ne sais pas si tu t'en rappelles, eh bien, ça avait fait. Mais on était dans le restaurant, on était au moins 150, on mangeait dans Paris. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut plus revenir, comme il dit très bien Christian. Aujourd'hui, il faut que ça soit tout canalisé du départ, parce que même qu'ils ne partent pas escortés quand ils partent en déplacement, mais tout le parcours, je pense qu'ils sont au courant, tout le parcours de leur passage, par où ils vont passer, les forces de l'ordre, ils sont au courant, hein, les gendarmes, si c'est de zone gendarmerie, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu dommage, voilà, c'est cette liberté de ne plus l'avoir. C'est dommage. Il y avait un truc qui est pour la société aussi maintenant et qui n'était pas à l'époque, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'avant, tu disais un truc, bon, ça partait. Maintenant, tu dis un truc sur les réseaux sociaux, d'un coup, ça te fait un incendie de forêt, et tu te retrouves avec des contentieux, des bagarres, des machins. Ça c'est un truc que notre société a engendré, mais il y a beaucoup de bien, mais il y a beaucoup de mal aussi. Mais pas que pour le foot, hein, pour tout, quoi. Alors avant, il y en avait des petites bagarres. Quand on était un des deux, par exemple, à Belfort, il y en a une belle. Mais ça après, c'est tombé. Il n'y avait pas tous ces policiers autour. Bon, après, c'était bon, c'est vrai. Ces images retransmises. Maintenant, dès qu'il y a un truc, il y en a un qui a un téléphone, il filme. Il y avait toujours à Strasbourg, il y a eu des ça prend une bagarres aussi très fortes, mais après ça a duré pas longtemps, mais il y a eu des bagarres. Mais moi depuis mon temps, ça fait 50 ans que je joue au stade, je n'ai jamais vu de ça. Plus 60 maintenant. Même 60 presque. Ouais, 60, ça fait. Vous êtes nostalgiques du coup tous les trois de cette époque-là où c'était moins encadré, c'était peut-être plus... il y avait une plus grande proximité aussi? Bon, quand on pense à cette époque-là, on pense aussi à Bernard Tapie. Cette époque-là, elle est exceptionnelle. Elle restera, comme on dit, marquée à jamais comme cette victoire de cette Coupe d'Europe. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, et moi je leur tire aussi les chapeaux, que ce soit au Dodier, je parle aussi bien pour tous les groupes, fort heureusement qu'il y a des gens, des leaders pour encadrer aussi leurs adhérents, qui ne doit pas être facile. Il y a une époque avec un état d'esprit, aujourd'hui avec un autre état d'esprit. C'est pas facile lorsque vous avez à encadrer des supporters aussi dans leur zone, c'est pas facile, puisque tu ne peux pas être derrière chaque supporter. Il faut mettre les moyens en termes de sécurité aussi. Mais s'il n'y a pas l'aide des groupes de supporters, et c'est là que ce qui est important, c'est de ne pas couper le dialogue. Si vous travaillez de concert, c'est ça que tu veux dire en fait? Il faut travailler déjà en confiance, il faut qu'il y ait des réunions avec les groupes de supporters. Moi, j'ai toujours connu ça avec Patrick Doma, il y a eu même Serge Marchetti. Hein. Moi, je dis Patrick Doma a amené ce côté plutôt familial. Voilà. Et Serge Marchetti aussi, il ne faut pas l'oublier, il a amené un peu ce côté professionnel qui était différent, complètement différent. Voilà. Et moi, je sais que personnellement, j'ai toujours eu la confiance de mes présidents. Et c'est vrai, ma fierté, c'est d'avoir signé ce fameux CDI à l'époque de Bernard Tapie. Et je me souviens aussi, Colette aussi, elle y tenait, et je la remercie qu'elle est en face de moi, puisque à cette époque-là, elle savait que je n'étais pas encore salarié en temps plein à l'Olympique de Marseille. Je faisais un travail qui était, au niveau horaire, je faisais mes heures de travail.
qui était au maximum, parce que même des fois je dépassais mes heures, parce que j'ai eu plusieurs missions, j'ai eu plusieurs statuts aussi dans les postes que j'ai eu. J'étais responsable des loges, j'étais responsable de la loge de Bernard Tapie, je parle en matière de sécurité. C'est-à-dire, avant les matchs, il fallait préparer les loges, j'étais responsable aussi du terrain, responsable des stages pendant 4 ans. Et d'ailleurs, là aussi, ça m'a appris à mieux connaître le phénomène des supporters, parce que avant que je parte avec les joueurs, encadrer les joueurs dans l'avion, je partais dans les bus, je partais avec les supporters. Et c'est vrai que d'être proche des groupes de supporters, c'est jamais le même groupe. Et Patrick Doma, il y tenait, il voulait que je sois dans les bus avec eux. Et fantastique, ce sont des ambiances aussi dans le stade. Comme les finales. Ça t'a permis de faire la liaison en étant avec les supporters puis en étant avec les joueurs. Est-ce que lorsqu'il y avait des tensions entre joueurs et supporters, est-ce que tu faisais un peu le juge de paix, quoi? Il n'avait pas trop. Il n'y avait pas. Non, Oui, toujours. C'est vrai que j'ai connu des tensions sur les. Par exemple, à la commanderie, à la commanderie à l'époque des incidents quand Dugarry sort dans le coffre, tout ça. Quand on perd à Saint-Etienne. Voilà, là tu te retrouves entre deux feux en fait. Je me rappellerai toujours, il y avait 7-8 joueurs, il y avait Porato, etc. 4-0, on était à la mi-temps, on est parti. Il devait y avoir une réunion plus ou moins avec très peu de supporters, et puis effectivement, ils sont arrivés à 300 ou 400. Ça a chauffé, il y avait dopé d'ailleurs. On était dans le... Moi je sais, je peux te le dire, je l'ai vécu. On était à l'intérieur du vestiaire, avec les joueurs, l'entraîneur et tout. Il y avait même Jim qui était à l'époque, je ne sais pas ce qu'il était. Directeur sportif. Ah ouais. Et dehors, c'était le feu, quoi. Ouais. Mais nous, les leaders, on était dedans. Et après, il y a eu Dreyfus qui est venu. On a fait, je me souviendrai toute ma vie, ça c'est une anecdote on était dans les toilettes. Les toilettes avec, on a fait Dreyfus, il y avait moi, il y avait Rachid, il y avait Bourguignon, je crois, il y avait Tonini, et il y avait Gonzalez des fanatiques. On a parlé là avec Dreyfus dans les toilettes, tellement c'était le feu. Oui, c'était tendu. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, d'ailleurs c'était Marchand, qui est président, et il vient me voir et il me dit est-ce qu'on fait venir une compagnie de gendarmes mobiles de CRS? J'ai dit surtout pas. Ça va être très long. C'était pire que là. Ça a été très long d'ailleurs. Parce qu'il y avait des photos dans la presse, c'est le soir tard, il y avait encore des photos. Ça a duré jusqu'à 23h, presque, on n'était pas loin de 0h. Et je sais que j'avais récupéré 2 ou 3 joueurs, il y avait Robert Pires. Et je me suis dit comment je vais sortir dans cette traverse de la commanderie. Et puis ça a marché. Il y a eu cet effet, j'avais pris, il y avait le Grand Malek. Et je lui demande, il y avait Rachid qui l'a aussi calmé, parce qu'ils étaient là, mais ils ont calmé aussi, il faut dire les choses telles qu'ils sont, parce que nous, on n'était que 3. Il fallait arriver à dialoguer avec, il y avait une confiance, mais il fallait l'aide des leaders. Et c'est là que je dis que l'importance des leaders. Quand tu fais des réunions de préparateurs de sécurité, et qu'à l'époque tu disais, vous pouvez nous faire confiance, on a des leaders avec qui on peut discuter et ils interviendront s'il y a des problèmes dans leur zone et tout. Ça fonctionnait bien. Et aujourd'hui, c'est différent parce que ce métier, même de directeur de l'organisation de la sécurité, est devenu un vrai métier. Aujourd'hui, les stagiaires, il faut qu'ils aient le CQP, la carte professionnelle, il faut que tout s'est professionnalisé. N'oublions pas que tous les ans, il y a un séminaire à la Ligue de football. Et quand tu joues l'Europe, tous les ans, tu dois partir dans un pays étranger. Moi, je suis parti en Pologne, je suis parti en Autriche pour faire des séminaires de sécurité. Et puis ce travail-là, tu ne peux pas le faire tout seul. Il te faut un bon adjoint. Moi, j'ai très bien travaillé aussi avec Hervé. Il avait un rôle, lui. Voilà, il avait un rôle que lui, il était sur place, justement, qu'il est dans la zone. Et moi, j'étais un peu détaché. Et ce que je regrette un petit peu aujourd'hui, c'est que quand l'Olympique de Marseille me nomme directeur de l'organisation de la sécurité, que je prends cette fonction. Que tu deviens directeur de l'organisation de la sécurité. Tout à fait. Et quand je prends cette fonction, involontairement, indirectement,
je me suis un peu détaché des groupes. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et ils me l'ont reproché, et je comprends aujourd'hui, mais parce que, si tu veux, tu délègues, c'est-à-dire tu as un adjoint, donc lui il va faire cette partie fonction, nationale. tu ne peux pas la faire bien si tu n'es pas en relation directe avec le groupe. Ce qui s'est passé notamment avec Aldebert, là, le dernier. Quoi. Exactement. Le mec qui se prenait, il était dans son tour Là, d'ivoire. carrément, ils n'avaient pas de réunion avec. Là, carrément, c'est la DRECI, là, je sais pas quoi. J'ai juste une dernière question pour toi. Est-ce que tu as été, du coup, avec les joueurs, tu as été le témoin, parce que quand on parle de sécurité, tu peux être aussi le témoin d'une vie interne du groupe, peut-être de conflits entre joueurs ou de conflits entre dirigeants. On en parlait tout à l'heure du Biton, Sekadi. Le fait marquant, c'est sûr, quand il arrive, M. Sekadi, qui est même le directeur général, et il y a Christian qui rentre dans le siège de l'OM, qui est derrière moi, et que lui aussi, quand il ouvre la porte, je pense qu'on sort. Moi, j'étais venu comme ça pour rien à... Et j'ouvre la porte, excuse-moi, je te coupe. Il voit les pompiers. Je me vois l'autre ça, il dit Guy, amène-moi à l'hôpital. L'autre Dubiton, il venait d'y mettre un coup de boule. Ils se sont croisés avec Pierre Dubiton. Et, je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit, parce que là, j'étais pas avec, j'étais dans mon bureau. Et lorsque M. Sekadi, il me vient dans mon bureau, je me tourne et je le vois en sang. Et c'est sûr que ça m'avait un peu marqué, même beaucoup. Et puis c'est des chemises de plage, je plais de ça. On va avancer, parce qu'on va bientôt parler, donc laisser la parole un peu plus à Colette et à Christian. Guy, juste te faire réagir aussi sur les incidents de la première partie de saison. On a vu beaucoup de débordements, d'affrontements entre supporters, d'envahissement de terrain, d'agressions aussi de joueurs. Je parlais en préambule de Dimitri Payet. Comment est-ce que tu expliques tous ces débordements, tragiques débordements? Alors, moi j'ai toujours dit qu'il faut avoir un peu le regard à 360 degrés. Mais en même temps, il faut que tu aies une liaison, on va dire une liaison radio avec tes chefs d'équipe et ton adjoint, justement pour éviter, je dis, essentiellement. Mais c'est pas facile non plus, mais il faut anticiper. C'est-à-dire que si je vois ce qui s'est passé à Nice, des jets de bouteilles permanents, déjà, le délégué du match, il faut qu'il soit très vite sensibilisé. Il y a le speaker, puis il y a le quatrième arbitre. À un moment donné, de dire, si vous laissez continuer, ça prend des proportions. Et les proportions qui se sont passées à Nice, mais après, quand vous avez un supporter, 2, 3 qui arrivent à sauter, et c'est là qu'il faut anticiper, et il faut être réactif, c'est-à-dire vite positionner votre sécurité, votre propre sécurité devant sur la pelouse, devant les supporters qui sont prêts à intervenir sur la pelouse, vu comment ça s'est passé. Et lorsque vous n'avez pas le choix, vous avez une réquisition à faire. Ça, c'est le directeur de l'organisation de la sécurité qui doit faire cette réquisition. Moi, je l'ai fait très peu dans ma carrière, mais j'ai toujours dit que lorsque j'ai fait des réquisitions pour que les forces de l'ordre rentrent sur un terrain, c'est pas pour frapper des supporters ou des gens, c'est pour essayer de calmer justement ce qui s'est passé à Nice ou ailleurs. Hein. Là, on parle de Nice, mais ça peut arriver dans n'importe quel stade. Mais il faut vite anticiper. Oui, mais Guy, à Nice, leur truc de garde, là, leur stadier, c'était tous des bons pépés et des bons grands-pères. On aurait dit des grands-pères de l'autre côté. Après, même ceux qui nous gardaient, mais nous on était en haut. Hein. Mais dès qu'il y a eu tout ça, moi ils m'ont protégé, ils m'ont fait aller en dessous, bien gardé. J'étais avec les responsables de club. Et moi je te dis que ces bonhommes, chez nous, il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas carner, mais c'était vraiment des bons papas qui avaient, voilà. Puis il faut on les voyait de loin. Il faut être rapide, il faut être réactif dans l'échange, c'est-à-dire il faut interpeller votre homologue, c'est-à-dire le directeur de l'organisation de la sécurité du club adverse, pour dire « Oh, là, ça ne peut pas continuer comme ça va déraper ». Si les deux, ils n'arrivent pas à concilier et trouver une solution rapidement, on a vu ce qui s'est passé et c'est très compliqué. Et je pense que c'est elle aussi, s'il y en a 2 ou 3 qui sautent, il y en a 10, comment vous allez... Eux, oui, mais nous, on ne pouvait pas sauter, hein, on était... non, mais nous, on n'avait rien à voir. En étage supérieur. Au stade, c'est plus dur, déjà. Mais au stade... Il y a le grillage, il y a le filet, tu as les cordes devant, là.
Et je dis que s'il a reçu au stade quelque chose de paillettes... Après, maintenant, on est passé d'une extrême à l'autre parce que ce match de Nice, c'était n'importe quoi. Et maintenant, au stade, même ils craignent quand on fait les tifos avec les sets de table parce que même la boule de papier, c'est sanctionné maintenant. C'est un n'importe quoi. Mais toi, C'est passé d'un côté à l'autre. Comment tu fais en tant que responsable si tu vois un mec de chez toi qui tente de lancer quelque chose? Quelque chose, ça dépend de quoi. Ça, écoute-moi, voilà, ça dépend de quoi. Si une boule de papier, je ne vais pas lui dire, c'est pas. Si c'est une bouteille, je vais lui taper sur la tête. Tu n'es pas non plus là pour faire la police. Mais tu le fais quand même. Non, il fait son rôle. Maintenant, nous, les groupes de supporters. Même les autres, ils font leur rôle. Les leaders, les groupes de supporters, on a pris conscience de ça. Je veux dire, on se bat au micro tout le temps, jeter rien sur la pelouse et tout. Mais quand tu as 60 000 mecs qui sont dans un stade, t'en as qui viennent pour la première fois dans le stade. Le mec, il s'est chauffé sur les réseaux sociaux avec d'autres. Il arrive, il a peut-être été un peu passé au bar avant. Il arrive dans le stade et c'est Superman, le mec. Il sait plus ce qu'il fait. Il n'a pas les sanctions, les machins et tout. Il va faire n'importe quoi. Mais tant celui-là, il va venir qu'une fois au stade. Je ne dis pas que ceux qui viennent tout le temps, ils font rien. C'est pas ça que je dis. Mais c'est très difficile à gérer, quoi. Tu peux essayer de le limiter, mais tu n'es pas à l'abri d'un acte isolé. Puis la réactivité rapide, elle doit être de suite envers le supporter. Il faut plus de dialogue et travailler plus en amont, effectivement, avec les groupes de supporters. En début de match, quand c'est Lyon, Paris, Saint-Étienne, il y a des jeunes en haut de nos bouches et ils regardent les maillots déjà. Voilà, c'est vrai. Et on est arrivé comme ça à faire revenir les gens presque en bleu et blanc. Tout le temps. Parce qu'avant, ils arrivaient avec le survêtement de l'AC Milan, le survêtement de Barcelone. Bon, c'est pas grave, mais on leur disait, mettez-les à l'envers, et puis maintenant, c'est fini, ils ne viennent plus avec tout ça. Bon, une chose est sûre, c'est qu'on ne veut plus voir les débordements auxquels on a assisté en première partie de saison. Avec les leaders de groupe. Parce que vous avez, par exemple, les winners, ce sont quand même 5 000 et quelques, 5 500. 7 000. 7 000 aujourd'hui, oui, puisque c'est vrai, il n'y a plus des Yankees, mais vous imaginez Rachid Zeroual avec son comité, on va dire, d'organisation lorsqu'ils sont en déplacement ou dans le virage sud, comme les Ultras, je parle de tous les groupes. Il faut arriver à calmer les supporters. Il fait un gros travail. C'est ça qui a évolué, surtout Rachid et moi, on est un des plus anciens, quoi. Et avant, t'arrivais à gérer ça tout seul. Moi, on avait moins de gens déjà. Mais maintenant, tu es obligé de trouver on va dire des lieutenants, entre guillemets, des gens que tu as confiance, qu'ils peuvent faire passer la parole et que tu sais que les autres vont adhérer à ce qu'eux vont dire, même si c'est pas toi qui le dis. C'est sûr, quand nous on parle, on est écoutés dans nos groupes, les leaders, comme nous, que ça fait longtemps qu'on est là. Mais il faut aussi que tu aies quelques personnes qui, quand ils parlent aussi, ils soient écoutés. Justement. Ça, c'est dur à faire venir dans les groupes, c'est le travail de longue haleine. On les a tous dans nos groupes, ça. Autrement, on ne peut pas tout seul gérer, tous 7 000 ou 5 000 ou 3 000 personnes, c'est pas possible, ça. Ça va être le deuxième thème de notre émission. Colette, Christian, excuse-moi, je vais me tourner vers ta maman d'abord. La passion familiale, je crois que ça vous caractérise bien. Donc, Colette, la France t'a découvert dans un portrait réalisé par Brut il y a quelques semaines. Colette Cataldo est devenue une icône dans toute la France. Non, quand même. Bon, beaucoup de gens me connaissaient avant, parce que des fois, je vois des jeunes, des hommes maintenant. Ils viennent me dire, oh madame, je vous ai connu, vous vous rappelez pas de moi? J'en connais tellement. Oui, je venais, parce qu'avant, devant le stade, il y avait une station essence, dans le boulevard Michelet. Et il me dit, je venais avec ma mère, là, vous nous gardiez les places, et puis vous m'aviez donné un drapeau, je l'ai toujours. J'ai dit, mais quel âge j'avais? Il me dit, j'avais 12 ans, et il devait avoir au moins 35 ans. Il voulait que j'y raconte, que je me rappelle. Comment ça a commencé, cette passion, justement, pour l'Olympique de Marseille? Familiale, ma mère, ça lui plaisait le foot, à l'époque, on ne voyait pas. Voilà, comme je le dis, je le répète toujours, c'est la même chose, mais c'est la vérité. Et ma mère, elle adorait Copa, alors elle me disait, oh, c'est bien et tout. Et après, on avait acheté une télévision à pièces, que je devais avoir 14 ans. Et j'étais en pension quand je sortais le samedi. Et ma mère le faisait. C'était pour payer la télévision à la fin du mois.
tu mettais 2. Je vous donne un exemple, je donne 2 francs, 2 francs, 2 francs, on regardait ce qu'on voulait. Et en même temps, on payait à la télévision. Et j'ai commencé à voir le foot comme ça. Après, mon frère, il me parlait toujours d'Anderson à l'époque, le plus grand buteur qu'il y a eu à l'OM. Et il m'avait mené le voir, il était venu à Saint-Loup. Et une fois, il m'avait mené le voir, j'avais 10 ans. J'étais en pension, mais le samedi, je sortais le dimanche. Et je l'avais vu, quoi. Mais enfin, je m'en rappelle moi, mais enfin, lui, il ne devait pas s'en rappeler. Et j'avais reçu le ballon dans la tête au stade de Saint-Loup, qui maintenant est partagé en 2 par l'autoroute. À l'époque, il n'y avait que des prés, là. Voilà. Et donc très vite, il y a un souvenir, hein, vous en parlez dans nombre de vos interviews, il y a ce souvenir où vous êtes enceinte de votre fille Corinne et vous montez à Paris pour la finale de Coupe de France face à Bordeaux. 69, ça. 69. Pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs. La Coupe d'Europe, c'est un grand souvenir. Mais ça, c'était vraiment... on a pris le train à 5 h du matin, on est arrivé, on a fait 16 heures de train. C'était des trains de la guerre, mais c'est vrai. C'était des trains en bois, et on a fait 16 heures là-dedans. On ne s'arrêtait pas, on s'est arrêté, on est parti, et puis d'un coup, il y en a qui sont... C'est là que ça a commencé mon truc vraiment pour les jeunes. Ils sont venus, ils m'ont dit, Colette, il y en a 3 qui sont sous les tampons dehors. Ils se tiennent aux tampons, et les contrôleurs, ils les ont vus. J'ai dit, ne te casse pas la tête, on est parti, et je suis parti tout le train, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Gilda encore. Je suis parti tout le train, j'ai demandé 1 franc, 2 francs, 50 centimes, voilà. Et j'ai fait ça, et j'ai ramassé plus que le voyage. Je leur avais fait venir, j'ai donné au contrôleur, et il m'a dit, bon, ben, il y en a trop, ben, ils mangeront, j'ai dit à midi, comme ça. Vous étiez une des premières femmes dans les travées du stade? Non, il y en avait, on était, mais pas beaucoup. Hein. Ouais. On n'était pas beaucoup. Et à l'époque, nous, on allait au Gagné, au quart de virage Gagné. Et on était avec une petite poignée de Bérois, que maintenant, mon plus grand collègue, je crois je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais il est devenu aveugle. Et voilà, et à l'époque, on portait nos sandwichs, notre vin et tout. Petit, là, des fois, virage nord, voilà. Là, donc vous y alliez en famille alors? Non, oui. Avec mon mari, voilà, oui, lui pas trop souvent. Mais j'allais, mais je me rappelle des grands matchs contre Saint-Étienne. Voilà. J'allais. On va préciser qu'il y a votre mari et votre fille qui sont derrière les caméras, mais qui assistent à l'émission aussi. Christian, du coup, la transmission, elle s'est faite naturellement, j'imagine? Ah oui, moi je suis né avec ça dans le sang, comme beaucoup de Marseillais d'ailleurs. Quand les enfants naissent, moi vous veniez chez moi, il y avait des trucs de l'OM de partout. Il était obligé d'aimer l'OM. Mais investi du coup au point de créer le groupe de supporters des Dodgers. Donc oui, on est allé. Voilà. C'est sûr qu'on allait au stade avant. Moi j'ai connu l'époque des minots, quand le club a failli couler. Voilà, j'avais 80, j'avais 15 ans, donc 81, c'est qu'il y a eu le truc. J'ai commencé vraiment à aller à l'OM à partir de 60, quand on a gagné la Coupe de France avec Bachi, tout ça. Là. J'avais 10 ans, 10, 11 ans. Et voilà, après ça a été, et puis après il y a eu évidemment l'arrivée de Bernard Tapie en 86, c'est ce qui a mis un peu le feu aux poudres, parce que d'un club avec de la passion et tout, on est passé vraiment à un club avec des prétentions européennes, quoi. Et avec des grands joueurs qui sont arrivés, et après en 87 on a été je veux pas dire, mais il y a peut-être des grands clubs, je ne dis pas qu'il n'y a pas des grands clubs en France, mais il n'y a pas des grands supporters comme nous. Même Lyon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les Parisiens, alors n'en parlons pas, même pas que je parle d'eux. Pas que je les... Mais c'est pas des supporters, ça. Et puis la particularité de l'Olympique de Marseille, c'est de fédérer au-delà de Marseille. Voilà, donc moi, pour continuer dans mon truc, après, en 87, on était avec les Yankees, donc quand ils ont créé les Yankees, la famille Tonini, voilà. Et puis en 92, on a fondé les Dodgers. Et aujourd'hui, on a 30 ans cette année. 3200 abonnés. Et vous avez cette année, on est 3200. Et j'étais avec Gilda, la famille Turel, son mari et elle, on était à peu près une quinzaine, une vingtaine à avoir fondé vraiment au départ. Bon, après, c'était les Yankees ne voulaient pas qu'on fasse notre club. On s'en fout de ça. Voilà, et après je suis Bernard Tapie, justement, il a dit apportez-moi 50 signatures et vous l'ouvrirez votre club de supporters.
Alex, tu voulais poser Des festivités prévues pour les 30 ans ou- Oui. Oui. Ça Oui, sera oui. comme dans la Ça saison. sera le match de Strasbourg, le dernier match. Et on va avoir un gros tifo sur tout le virage nord. Alors parlons Même d'aujourd'hui. plusieurs. Parlons d'aujourd'hui justement, Christian. Il y a presque un an, jour pour jour, il y a eu ces incidents à la commanderie. Comment, depuis donc la nomination de Pablo Longoria, comment sont vos relations avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille? Apaisées? Apaisé, ouais. C'est le mot. Apaisé, sereine, franche, toujours. Je ne dis pas que des fois, il y a pas on se dit les choses. Hein. Voilà, c'est ça qui est bien. On n'a pas à se cacher. mais c'est apaisé parce que c'est serein et c'est honnête et c'est franc, quoi. Voilà. On a quelque chose à dire, on le dit. Ils ont quelque chose à dire, ils le disent. On se voit régulièrement. Et voilà. Donc là, d'ailleurs, on a demandé à le voir parce qu'on n'a pas vu la dernière fois. On en a fait une il n'y a pas longtemps. Et on a demandé à voir aussi Macourt, parce que là, ça fait un petit moment qu'on ne voit plus Macourt depuis cet été, donc il faut qu'on le voit un peu. Bon, ce qui était promis, en fait. Mais ce que je veux dire, ce qui a changé, parce que ce qui s'est passé à la commanderie, bon, on l'a condamné, on l'a toujours condamné, mais c'est des gens qui étaient passionnés, leur passion les a dépassés, mais il faut voir que ça faisait plus d'1 an que M. Hérault tirait à boulet rouge sur les supporters, quoi. Il en faisait des vertes et des pas mûres à chaque fois, et sur les supporters, et sur le club, et même sur les gens qui travaillaient dans le club. On en est arrivé à un point de non-retour, en fait. Ouais. C'est On ça est arrivé à un point de non-retour. Ouais. Et c'est ce qui se passait à la commanderie. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me dire que je suis un fou, mais je crois que c'était un mal pour un bien, ce qui s'est passé. Parce qu'après, ça l'a mis dans une colère folle, et là, il a voulu encore monter plus haut d'un cran et dissoudre tous les groupes de supporters et s'attaquer carrément aux supporters de l'Olympique de Marseille. Et là, il s'est pris un mur qui est venu du monde entier, quoi. Juste, Christian, je te coupe, il y a Pipo 13 OM Milan qui nous dit les groupes, c'est eux qui font vivre le stade, respect à eux. Oui. On parlait des supporters de l'Olympique de Très Marseille. bien. Colette, la relation avec les présidents, tu en parlais avant qu'on prenne l'antenne, elle est redevenue comme c'était par le passé, justement, avec Pablo Longoria. Il y a une proximité avec lui aussi. Ça a commencé avec Tapi, Monsieur Tapi. Et ça, on n'oubliera jamais, parce que c'était hors pair, il était hors pair, il nous a tout fait connaître, il nous a facilité pour aller dans l'Europe entière, il organisait les avions, franchement, je crois qu'on n'en aura jamais un autre comme ça. Et après, il y a eu Pape Diouf, mais c'est vrai, j'étais tout le temps invitée à leur bureau, à parler. Et après, il y a eu un Dreyfus, mais même pas. Ouais, mais Dreyfus, maintenant, c'était l'actionnaire M. Longoria, majoritaire. franchement, c'est un homme honnête et franc. J'ai toujours aussi avec lui, on parle beaucoup, après chaque match. Par exemple, le match d'hier, quand on gagne à Lens, j'étais contente, je l'ai appelé, il m'a répondu et tout. Et là, je l'ai appelé ce matin, dévasté, quoi. Et je suis sûr que ce soir ou demain, il va me rappeler. Mais bon, je sais bien qu'il n'a pas que ça à faire. Ce qu'il y a avec Longoria, c'est que je pense qu'il a compris où il était. Il a compris où il était, il a compris ce qu'était l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est pas un club, c'est une façon de vivre, c'est une identité. Voilà, c'est un ADN qui est dans la ville de Marseille, qui est déjà une particularité en France, et l'OM, c'est une particularité de Marseille. Donc tout ça, ça fait voilà. Et les supporters de l'OM, c'est pas des supporters normaux, c'est un peuple, c'est tout un peuple qui supporte cette équipe. C'est pour ça, c'est ce qu'a compris Longoria. Alors peut-être que ses origines latines lui ont facilité le truc, mais c'est quelqu'un de très intelligent, de très intuitif. Un peu comme il fait dans les mercatos, dans le football. Ah. Je pense qu'il s'est mis à la hauteur. Il a de suite capté le fonctionnement. Il avait observé un peu 6 mois avant. Il a dû voir les mauvais côtés aussi. Et il s'est tout de suite mis dans le moule et dans le bain de Marseille, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut quelqu'un qui comprenne cette ville, qui nous comprenne à nous, les supporters. Puis, c'est pas pareil qu'ailleurs, quoi. Voilà, on est tous impliqués on de côtoie près ou de loin. Toutes les religions et toutes les races. Et ça, je peux le dire. Au début, avant, on me disait tu es raciste et tout. Bon, je l'ai pris comme je l'ai pris, je m'en fous. C'est pas vrai, je suis pas raciste. Mais chacun aime sa religion et son pays. Hein. Mais enfin, franchement, quand tu marques un but, si à côté de toi il y a un musulman ou un noir, tu te sautes dans les bras ensemble. Voilà. C'est ça qu'ils ne comprennent pas en France.
Et c'est ce qui s'est passé quand Hérault a voulu nous exterminer, nous annihiler. En fait, tout ça s'est retourné contre lui parce que ça a éclaté au grand jour que, en fait, lui d'être Marseillais, c'était pas bien, quoi. Mais au départ, tu viens à Marseille, pourquoi les gars qui achètent l'Olympique de Marseille, ils viennent pas, ils viennent pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'il y a à Marseille. Les supporters qui sont là, les matchs mythiques, moi j'en ai vécu quelques-uns. Hein. Les derniers, ils se rappellent de comment ça s'appelle, Red Bull là, et, Salzbourg et l'autre, les deux derniers qu'on a eu quand on a fait l'Europa League, mais il y en a eu, la Corogne, il y a eu le match de Milan, le truc qui s'est et l'Espagne quand on était à Madrid là-bas, il y a eu des matchs, le Marseille-Montpellier de 4-0, de 5-4, il y en a eu des matchs comme ça, mais tout ça c'est le public, enfin, ça a toujours été l'histoire du club, et les gens ils sont là, et je pense qu'il a compris ça, Pablo Longoria, il a compris Marseille. Parce que il ne faudrait pas qu'il se perde. Quand on est allé en Espagne, on a été malmené que Santos, il a fait de la prison et tout après. Eh bien, monsieur Pape Diouf n'a pas eu peur de venir chez nous, dans le virage, avec monsieur Anigo, et il est venu. Non, c'était là-bas. C'était là-bas, à l'image à tes côtés, Guy, d'ailleurs, puisque Colette en parle. Et franchement, même un, il est venu pour l'autre, il lui disait « Non, ne bouscule pas », enfin en espagnol, « le président », il disait. Et l'autre, il n'en revenait pas que le président, il était venu. Les joueurs viennent aussi régulièrement vous voir en période de crise. Cette année-là, avec le Covid, là, il y a eu... c'est un peu perturbé, il y a tout qui est perturbé avec ce Covid. Depuis des années, je vais à l'arrivée du car. Et là, depuis le Covid, j'y vais plus. Et ça me manque, franchement. Vous n'avez plus le droit ou c'est non, sans me le dire, ils ne me l'ont pas dit, mais je l'ai compris seul. Je sais qu'il faut. Au début, même pour elle. Même pour moi, c'était. Et le dernier match que j'ai eu, c'était que j'ai donné le coup d'envoi au début du Covid. Le vendredi, il y a eu le match. À l'occasion de la journée de la femme, c'est ça? Voilà, il y a eu le match vendredi, que même Christian ne voulait pas que j'aille. Il me dit attention, il y a une maladie, il y a un microbe, n'embrasse personne, toi tu parles à tout le monde. Et bon, on a donné le coup d'envoi, on est sorti. Et après, Paganelli vient, il me dit Colette, pour que je parle. J'ai dit non, je ne viens pas, parce que mon fils là-bas, autrement après, il va m'attraper. Et le mercredi, on a été totalement enfermés chez nous. Mais c'est vrai qu'on les voit, quand on veut les voir, les joueurs, qu'on demande une réunion ou quoi, à part quand il y avait Hérault, que c'était un peu difficile, même des fois avec la Brune aussi, ça a été difficile. Non, mais ils sont tous. Il y a certains présidents qui essayent de chanter ça, mais bon. Après, je pourrais te raconter des anecdotes, des réunions mythiques qu'on a eues, les yeux dans les yeux, mais bon, il y en a eu quelques-unes au cours de l'histoire. Mais ça a toujours existé, quoi. Oui, je voulais dire. Généralement, excuse-moi, je finis, on les voit quand ça va pas bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est les voir normalement, quoi. Voilà. Maintenant, c'est depuis que José l'avait instauré ça, que c'était... en début de saison, les nouveaux arrivants, ils rencontraient les groupes de supporters. Alors, où ils allaient dans les groupes, ou alors on allait à la commanderie, on parlait avec eux, il y avait un petit truc qui était organisé, voilà. Et au début, je veux te dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec Gilda, le gardien du stade, j'ai vu plusieurs, j'en ai vu, on montait sur le toit de Jean-Bouin. Et là, on faisait un peu l'apéro, et on montait sur le toit. On était... J'avoue, beaucoup de messages. Colette, beaucoup de messages pour toi. Hein. Colette, tu mérites une statue, notamment sur notre chat. Merci d'être avec moi. Vous êtes dans Mercredi C'est Foot sur la chaîne Twitch de la Provence. Juste avant de terminer ce thème, Christian Colette, j'aimerais que vous me disiez quel regard vous portez sur le travail accompli. Vous avez parlé de Pablo Longoria, mais sur celui de Jorge Sampaoli. Ah, tu parles de l'entraîneur. Je croyais de notre travail à nous en tant qu'évolution du groupe. Bah écoute, un entraîneur, quand l'équipe le gagne, il est toujours bon. Quand l'équipe le perd, il n'est pas bon. Mais on a dit que c'était l'entraîneur qu'il fallait à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, il y a pas. Je pense pas que. Moi, au départ, je l'ai pas vu d'un bon œil quand il est arrivé. Après, bon, c'est vrai qu'il fait du bon travail, du très bon travail. Le jeu, au début, on croyait qu'on allait voir un jeu fantastique, tout feu, tout flamme, qu'on allait gagner les matchs 4-3 ou 5-4, voilà. Bon, finalement, il s'est vite ravisé parce que je pense, pour cette politique-là, on n'a pas les joueurs encore assez bons pour avoir cette politique-là. Il a fait un bon début première partie de saison.
Après, il y a des choix, des fois, c'est bizarre, hein, même les plus grands spécialistes. Hier, il y a des joueurs qui ne jouent pas à leur place. On joue sans avant-centre, alors que l'ADN de l'Olympique de jamais Marseille, vu ça. tous les grands but, joueurs de l'OM, Anderson, Skoblar, Papé, Drogba, Niang, Droit au but. toutes les stars qui ont marqué le club, c'était des avant-centres. Et cette année, on en a un bon avant-centre, mais on joue sans avant-centre. On va parler du match de bizarre. demain. mais C'est un peu est-ce que bizarre. Vous êtes Après- nostalgique de Bielsa ou pas? Hein? Vous êtes nostalgique de moi, Marcelo Bielsa? non, je suis Non, pas non. trop, pas trop nostalgique. C'est vrai qu'il avait fait du bon jeu, mais ça avait duré que 6 mois. Donc voilà. Après, si Sampaoli il s'inscrit dans la durée, parce qu'il faut penser aussi que de partout où il est allé, il restait qu'un an, hein, celui-là. Donc après, moi, comme il va et qu'il est derrière les joueurs, comme un pitbull, tout ça, c'est comme ça que je vois un entraîneur. Je vois plutôt bon de ce côté-là. Après, tactiquement, des fois, on se pose des questions. C'est son truc, c'est lui qui commande, c'est l'entraîneur, il fait ce qu'il veut. L'histoire de Mandanda, c'est lui qui a pris la décision. Je pense que pour moi, c'était un petit pincement au cœur parce que Steve, c'est un monument à Marseille. Je pense qu'on n'a pas traité comme on aurait dû le traiter. Ah ouais, ça, c'est vrai. J'ai rien contre Paul Lopez, il fait des super matchs hier, il nous a arrêté, il a fait encore 2-3 beaux arrêts. Je veux dire, le mec, il joue comme on lui dit de jouer, j'ai rien contre lui, je suis pas un anti-Paul Lopez, loin de là. Mais je trouve que comme on a traité Mandanda, c'était pas cool. Je pense qu'il ne fait pas de sentiment. Il a l'agnaire, Ça. c'est un gagneur. C'est ce Mais qu'on après, demande à un Il est entraîneur aussi. intransigeant sur les choix. Mais bon, ça, tu peux te le permettre quand tu gagnes, justement. Il est un peu têtu quand même. Voilà. Parce que là, après, ce qu'il est en train de faire hier, à Milik, c'est un Ouais, peu moi étonnant, je quoi. trouve que hier il a fait une faute. Bon, Milik, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il le fait rentrer 5 minutes de la fin. il le fait Moi, rentrer puisqu'on tard. parle de Faut pas Sampaoli, rigoler quand même, hein. et je sais pas, sur le match d'hier, ça reflète bien. Maintenant, on a cette chance d'avoir 5 remplaçants. Je trouve qu'il n'utilise pas assez souvent les 5 remplaçants, parce qu'avec son style de jeu, l'équipe elle se fatigue plus vite que ce qu'il faut. Là, on joue des matchs à répétition. Je ne sais pas pourquoi hier, il n'a pas fait rentrer Alvaro, il n'a pas fait rentrer Balerdi. Derrière, tu mettais un peu des mecs qui mettaient des coups, ça aurait peut-être un peu plus Ce qu'a fait Boz de l'autre côté en sécurisé. rentrant Dembélé à l'heure de jeu. Ça Le fait- visage, voilà, le ben, match il a est rentré complètement celui-là, changé. il y avait l'autre, comment il s'appelle, qui a le queue de cheval, Gusto, sur le Ouais. côté, qui nous C'est mettait le feu. tournant du match, et alors que Dembélé, alors que qui est Milik, lui, on rentré. regardait. Et... On aurait- Alors justement, place au troisième thème de cette émission, messieurs, dames. On va parler de cette actualité, de votre chouchou, Colette, Dimitri Payet, qui a retrouvé un niveau international. D'abord la parenthèse. Donc, Alex, tu étais à Lyon hier soir. L'OM qui n'a joué qu'une mi-temps, tu es d'accord, éteint par les Lyonnais en deuxième période, ou la faute aux hommes de Sampaoli, Je justement? pense que sur ce match-là, pour moi, il y a une, comme tu viens de dire, Christian, pour moi, il y a une erreur de coaching, parce que des changements intervenus beaucoup trop tard. Luis Enrique qui reste sur la pelouse trop longtemps, même si c'est le premier à être sorti. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire sortir Lirola qui n'a pas fait un bon match pour faire rentrer Milik, qui faisait reculer Rongier, il ne l'a pas fait, il a attendu la 84e minute pour faire rentrer Milik. On a dans cet effectif-là un attaquant qui est reconnu comme l'un des plus grands, c'est pas le meilleur attaquant du monde, mais c'est quand même l'un des très bons attaquants en Europe, il est reconnu pour ça. En Pologne, il faudrait une statue avec Lewandowski, et nous à Marseille, il se retrouve sur le banc, alors une fois, 2 fois, mais là ça commence à faire beaucoup. On a vu contre Montpellier quand il est rentré, c'est lui qui a égalisé. L'OM joue 109, mais là il joue vraiment 109, c'est même pas en faux 9, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de solution, on fait une passe à 10 devant la surface façon handball, à croire que c'est Claude Onesta, l'entraîneur de l'OM. Donc je pense que ce match-là, l'OM l'a perdu à cause de ça. Il y a ça. Et Payet, il était pas un peu à la fin. Il ne peut pas tout faire. Ouais, voilà. Il peut pas tout faire. Il y a aussi, je pense que la première mi-temps, Pas que lui, hein. elle nous a fait du mal dans notre tête, dans la tête des joueurs. Ils ont tellement survolé la première mi-temps, mais on aurait dit un match de Arrêtez, jouer. de pupille, on aurait dit. Eh bien, les grands contre les petits. Ils jouaient comme ça, se passaient le ballon, on marque ce but. Et encore une fois, on a marqué un but sur coup de pied arrêté. Et moi, je dis, on ne marque pas assez de buts dans des actions de jeu. Et on a fait la première mi-temps, vraiment, on rien ne pouvait nous atteindre. Et je pense que dans leur tête, ils avaient déjà gagné le match. Première fois de la saison, on notait que première fois de la saison que l'OM marque dans le premier quart d'heure. Et les autres se sont révoltés. Et c'est peut-être ça On va découvrir à l'image le classement. Du coup, l'OM a raté l'occasion de reprendre la place de dauphin à Nice. Eh bien non, on le verra une autre fois, le classement. Tant pis, l'OM reste 3e avec 40 points et c'est Lyon qui se rapproche du podium à 6 longueurs. Lyon qui revient à la 7e place avec 35 unités. Elle est dure à encaisser quand même, cette défaite. Est-ce que ça peut être un tournant? Est-ce que c'est juste un coup d'arrêt? Quand on voit le match que les Olympiens ont fait à Lens, ont réalisé à Lens,
on peut s'étonner, Mais effectivement. Ça ne peut pas s'écrouler, tout ne peut pas s'écrouler. C'est que Lens a été moins bon offensivement. En fait, l'OM a réalisé la même première période qu'à Lens, mais Lens n'a pas su sortir la tête de l'eau. Il y a eu la révolte des Lyonnais, je trouvais. Ils sont rentrés sur le terrain, ils avaient plus le couteau entre les dents. Et nous, on avait fait tellement une super mi-temps qu'on s'est dit, ça va, on maîtrise le match. Il y a eu les changements, il faut dire que l'entraîneur lyonnais, il a fait 2 changements qui ont changé le match. Voilà. Et nous, c'est là que le coach peut-être il a dû intervenir et faire les changements. Il fait rentrer Dembélé, ça change tout. Ça change tout. Il a changé complètement. Une accumulation de choses qui a fait que le match il a tourné complètement. Il a fait un choix à 1 heure, au bout d'1 heure de jeu. Et nous, on a fait les choix à 5 minutes de la fin. Voilà. C'est alors que nous, nos joueurs, ils sont plus fatigués que les Lyonnais. Ils avaient eu combien 10 jours pour se reposer 8 jours. Alors que nous, on a joué il y a 3 jours quand même, un match de Coupe de France. Et il a aligné la même équipe. C'est pour ça que je dis que là, sur ce match-là, Sampaoli est responsable. Moi, je pense même s'il fait du bon boulot, mais sur ce match-là, il a une même grosse si au départ, responsabilité. c'est très bon, la première mi-temps est très bonne, dès que tu vois que ça commence à un peu avoir le feu, on a eu des alertes de 3 actions. Paul Lopez, il fait ses arrêts, ses 2 arrêts. Là, tu dois peut-être faire rentrer derrière quelqu'un qui va mettre un peu des coups, comme Alvaro ou comme Balerdi, pour calmer un peu les attaquants et devant mettre Milik en point d'appui. Voilà, et puis l'entraîneur tourner. de Lyon, il a compris la tactique de la première mi-temps. Ouais. Il a effectivement bien réagi en changeant son système. Je vous rappelle, le thème de l'émission, c'est donc est-ce la saison de Dimitri Payet? Alors effectivement, Alex le disait, il n'a pas pu tout faire hier. C'est votre chouchou, Colette. Ouais, cette année, franchement, on dirait le Payet quand il avait 22-23 ans qu'il était à Lille. Il était injable. Objectif 100 pour Dimitri Payet, passer les 100 buts et 100 passes décisives. Quand il est venu là, il y en avait beaucoup qui disaient il est vieux, c'est pas trop. Il y en avait qui disaient c'est pas bien et tout. Moi, j'ai toujours gardé espoir. Et je me rappelle toujours ce garçon quand il était à Lille. Voilà. Pour moi, j'ai toujours cette vision. Il marquait des coups francs impossibles. Et là, cette année, bon, il en a marqué 2 là, cette saison, le début de la saison. Mais enfin, franchement, pour moi, c'est un monsieur Payet. Voilà, c'est un monsieur. Il y a un OM avec Dimitri Payet et sans Alors Dimitri moi, Payet, je vais être un peu plus atténué, parce que Payet, personne, tout le monde le sait, il n'était pas dans ma sympathie, vu l'histoire qu'il y a des autres années. Cette année, rien à dire. C'est du grand monsieur, c'est du grand football. Et c'est lui qui nous mène là où on est en ce moment. Toute l'équipe, elle est tirée par lui. Il faut le reconnaître. J'espère que ça va durer jusqu'à la fin de la saison. Parce que déjà, hier aussi, il y a ça aussi. Il y avait un Payet qui était à la fin. Donc si tu rajoutes les changements, la sûreté, le machin, le changement de l'autre, Payet qui était un peu moins bien, il y a tout qui s'ajoute. Après, le passé, on l'oublie. Cette année, il nous fait vibrer, il nous régale. J'espère que ça va durer jusqu'à la fin de la saison parce qu'on a souvent vu Payet de feu de Dieu et après, il s'est éteigné en fin de saison. C'est vrai ce que je dis. C'est toute l'histoire de Payet. Le problème, c'est l'histoire de Payet, c'est les montagnes russes. Bon, des fois, il ne faut pas trop dire. Et ce qu'il faut, Payet, c'est pas qu'il vise, mais je pense qu'il le sait, ça maintenant, je pense qu'il le sait, il ne faut pas qu'il vise les 100 passes, comme tu as dit là. Il y a 87 buts. Ce qu'il vise, c'est la 2e place du championnat. Il faut que Payet pense en équipe, pas en joueur. Il pense collectif, en tout cas, sur le terrain. Je pense qu'il pense comme ça. Ouais. Toi, tu l'as côtoyé, Guy, tu as vu aussi une évolution, parce qu'il a dit en conférence de presse il y a quelques jours, je suis comme le vin, je suis meilleur avec l'âge. Moi, je connais le footballeur et l'homme, parce que j'ai tellement voyagé avec lui dans les déplacements. C'était un bon gars, c'était un brave gars en plus. Et je rejoins Colette, c'est vrai que cette année en plus, il n'y a rien à dire. On dirait qu'il a 20 ans. D'ailleurs, c'est lui qui tire. C'est la locomotive de l'équipe, c'est la locomotive. C'est le leader technique. Et hier, quand il est en baisse, on sent qu'il y a une baisse de régime des autres joueurs aussi. J'étais beaucoup collègue avec Mandanda, ça c'est un dieu pour moi. Valbuena, il y en a quelques-uns que franchement, Payet, je ne lui ai pas tellement parlé que ça. Mais je l'adore, franchement. Mais en plus, tu as toujours peur quand tu vas l'approcher ou quoi, il est un peu distant, c'est son caractère. Ouais. Mais autrement, franchement. Il a ce côté réservé. Et hier, franchement, Guendouzi, mais là, hier, il n'a pas rongé, il n'a pas trop bien joué hier, mais les 3 sur le terrain, c'est Payet, Guendouzi et Rongé. Et maintenant, il y a Saliba. Ouais.
Franchement, alors, hier, il a fait un match terrible, ce garçon. On va saluer le travail réalisé par les Winners qui ont déployé un magnifique tifo à l'occasion de la réception de Montpellier, consacré pour Dimitri Payet, The King. Et puis même ce qu'ils ont fait pour Wunder aussi. C'est fatal. Vous savez, les Winners, j'ai un souvenir, je ne sais pas si tu te rappelles, Christian, qui m'a marqué après un match. C'était en 2007-2008. Et il faut venir Manu Chaos, le chanteur. Vous imaginez? Il fait un concert devant 90 000 personnes. C'était pour les 30 ans, non? Pour leurs 20 ans. C'est pour les 20 ans. Aussi la grande... Et je dis à Sivelli, à Pagis, d'ailleurs, si vous voyez les vidéos, ils viennent sur scène, et on les fait monter sur scène. Je leur dis, à la fin du match, il y a une surprise, il y a Manu Chaos. Mais ils me prennent pour une fada. Je dis, je vous garantis qu'il y a Manu Chaos sous le virage sud. Et puis, il y a cet orchestre, là, Manu Chaos, qui fait un concert. Et ça, je dis, c'est extraordinaire, ceux qui font des groupes. Ça revient, cette force qu'ils ont, et ce plus. À la fin du match, tu fais venir Manu Chaos, qui est à Barcelone. Ils ont été le chercher pour y faire le concert, qui était informé, bien sûr, il était averti à l'avance. Mais c'est ça, il n'y a pas que ça, tout ce qu'ils font caritative, pour des associations, pour des enfants, il y a des tas de choses. Les maraudes. Les maraudes avaient une autre aussi, ils vont nous jeunes. C'est ce qui font les maraudes aussi. Parce que des fois, on nous montre du doigt, nous Marseillais. Le groupe de supporters, il est fait pour supporter l'OM, évidemment, faire les tifos, se déplacer et tout. Mais c'est aussi pour que les jeunes qui sont dans ces groupes de supporters, chez moi ou chez les Winners, chez les Fanatiques, chez Ultra, c'est pareil, ça leur fait faire autre chose que d'être dans la rue à faire je ne sais quoi. Oui, moi, je préfère qu'ils soient au local, même s'ils boivent un coup, qu'ils fument un coup, et qu'ils sont au local, qu'ils regardent le match, ou qu'ils se font des parties, ou qu'ils se préparent un tifo pendant la semaine. Que s'ils sont dans la rue à traîner. Il a raison. Je pense que pour les jeunes, très important, c'est un facteur social. Et puis ça responsabilise aussi. Les Winners, franchement, ils ont fait du bon travail dans leur quartier là-bas. Et Rachid, c'est vrai, il s'est beaucoup occupé des jeunes. Et moi, j'ai une poignée de jeunes chez les Winners, franchement, je les adore. Et ils m'adorent, franchement. On va terminer cette émission. Juste, j'aimerais qu'on regarde le calendrier de l'Olympique de Marseille à venir. Un match tous les 3 jours. Alex, prochain rendez-vous, ce sera la réception d'Angers, avant évidemment ce quart de finale de Coupe de France à Nice. La Coupe de France, elle est pour l'OM cette année ou pas? De quoi? La Coupe de France, elle est pour l'OM cette année ou pas? Si on bat Nice, on aura fait un gros morceau du travail. Très compliqué Nice. Très compliqué. Très compliqué. Et je pense que l'OM attaque le mois le plus important de la saison là, parce que cet enchaînement de matchs a priori abordables en championnat, mais qui ne le seront peut-être pas. Ce quart de finale, dans 2 semaines, tout peut. Je suis pas d'accord avec moi. Ils ont un grand entraîneur. Nice? Ah oui, très grand entraîneur. Parce que je voudrais bien qu'il soit à l'OM. Très grand entraîneur qui a qualifié Nice à lui tout seul. C'est vrai, mais on revient au match d'hier. Et avant, on aurait parti avec une victoire. Cette série qu'on va attaquer, ça aurait été le top. Là, on est parti. Compliqué. En plus, je pense qu'ils ont dû tomber de haut. Parce que moi, je suis tombé de haut. Je dis la vérité, quand je vois la première mi-temps, je dis c'est bon, le match. Peut-être on a tous réagi comme ça. Gandouzi à la sortie du terrain, il s'est énervé, il a tapé. Ils sont vraiment très haut. S'il n'y a pas une explication entre joueurs, entraîneurs et tout, il faut qu'il y ait une explication de suite. Parce qu'il s'est passé hier en deuxième mi-temps. Je pense que tout le monde est un peu fautif. Et il faut qu'ils règlent leur compte rapidement. Il faut que contre Angers, et ça me fait peur parce qu'on est presque meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Et Angers, c'est une équipe qui se déplace bien. Juste une dernière question. Contre Angers, vous avez les nouvelles. On a le retour du public au stade. Tout à fait. J'en profite que vous êtes là, le retour du public au stade. Sauf que vous devriez entre guillemets rester assis. Avec le masque. Comment vous allez pouvoir. Non, personne ne sera. Je le dis franchement. Non, mais je sais, voilà. C'est impossible. Déjà, moi, je ne suis pas un policier. Je ne vais pas dire au mec, tu n'as pas le masque, assis-toi. Non, mais le masque, ça m'a fait un passer, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier match qu'on fait en Coupe d'Europe, je les ai rencontrés, je crois, 2 ou 3 fois à Liverpool. Et lorsque je fais ma réunion pour le déplacement des supporters, donc il y a le monsieur sécurité de Liverpool, il vient me voir et il me dit, vous savez que chez nous, non smoking, première chose, on le caille comme ça. Il me dit assis. Et le numéro de la chaise et après il me dit, est-ce que vous voulez des filets de séparation? Je dis non. On va vous montrer que nos supporters ils vont se tenir, ils vont y chanter.
et tout va bien se passer. Et puis finalement, on n'a pas eu de bagarre. Hein. C'est vrai qu'à Liverpool, si tu fumais, ils venaient te dire de pas fumer. Mais ils ont abandonné pour la chaise parce qu'ils sont venus. Non, vous devez être en bas. Voilà, c'est pour revenir justement, pour les faire asseoir. Ça a été impossible à Liverpool. Ça m'étonnerait qu'ils veulent s'asseoir dans le virage nord ou dans le virage sud. Ouais. C'est impossible. Non, mais il faut être cohérent, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de, on il y va a voir un beaucoup de match de messages. football, on va pas avoir au cinéma. Hein. Il y a beaucoup de messages. Il y a Ramos Deuro qui dit merci à vous, Colette, Christian et Guy, pour tout ce que vous avez fait et faites encore. Votre passion est si belle à voir. Il y a Ber 13014 qui dit l'OM est un facteur d'intégration. Voilà, il y a beaucoup de messages, en tout cas, de la part des supporters qui nous regardent. Je voulais dire un truc tout à l'heure au début quand on a parlé. On a vécu une période magnifique entre 86 et 97 parce que les deux années de Ligue 2, ça a été pour moi, ça a été une des plus belles années de supporters, deux plus belles années de supporters de l'OM. En tant que supporter, pas au niveau des résultats, parce qu'on venait d'être champion d'Europe, on se trouvait dans des petits bleds, on était accueillis. On a été 2 fois champion des deux. Et le deuxième point que je voulais noter aussi, c'est plus difficile. Enfin, nous, les leaders, on va dire les vieux, hein, parce que maintenant je suis vieux, quoi, en fait. Et c'est vrai, il faut dire la vérité. Il y a quand même ce décalage de génération avec nos jeunes. Il faut qu'on s'adapte, c'est nous qu'on doit plus s'adapter à eux, parce que c'est eux les jeunes, c'est eux l'avenir. Que eux s'adaptent à nous. Alors, nos règles d'il y a 30 ans, il faut les adapter. Parce que la jeunesse de maintenant, c'est pas la jeunesse que quand moi j'avais 25 ans. C'est plus pareil. Moi, je voudrais adresser. C'est ça que je voulais dire. C'est dur à faire, surtout dans un groupe où tu as des gens qui viennent de partout, qui ont des mentalités différentes. Ils sont là tous pour l'OM, mais pris à part, ils sont tous différents. Moi, je voudrais surtout féliciter mes jeunes. Parce que franchement, moi, je suis jeune à côté d'eux. Je suis toujours au stade, je rentre avant et franchement, ils sont près de moi, il me faut attention à moi et tout. Alors je voudrais tous les embrasser et surtout d'amour. Voilà. Et ben voilà. C'est des jeunes, franchement, qui le méritent. Le message est passé en tout cas. On pourrait encore parler, j'ai l'impression, 1 heure. On va terminer cette émission. Merci beaucoup, Guy, d'avoir été présent ce soir. J'en profite que je suis avec Colette, avec tous les deux, Corinne, le papa. J'ai passé des plus belles années de ma vie, hormis la naissance de ma fille, je crois que c'est normal. Mais une pensée à tous ces supporters qui continuent à pousser comme il faut, leur tifo et tout, jusqu'à l'éternité. Et une pensée à Bernard Tapie et à tous ceux qui sont partis, qu'on a connus, que j'ai connus aussi bien des leaders, parce qu'il y aurait trop à dire, il y en aurait trop maintenant. Avant c'était facile, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon premier match, le 28 juillet 2000, c'était mon premier match. C'était OM3 et De Peretti, Depé nous quitte. Et c'est Colette qui m'appelle. Je rentre dans le stade, il est 8h ou 9h du matin, en gros, ou 10h. Et j'entends au Guy, je baisse la vitre et je penche ma tête et Colette m'annonce le départ de la mort de Depé. Et tout ça, que ce groupe en plus, il a continué à vivre et qu'il continue à vivre jusqu'à la fin de l'éternité, comme j'ai dit. Voilà. Merci beaucoup, Guy. Mais merci de votre invitation. Merci, Colette. Merci, Christian. Merci. Merci de nous avoir invités. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Alex. On parlait du quart de finale de Coupe de France face à Nice. Eh bien, la semaine prochaine, émission spéciale, puisque tu seras à Nice, Alex, et on vous fera vivre un avant-match. En tout cas, rendez-vous 18h sur la chaîne Twitch de la Provence. Merci de nous avoir suivis. Merci à Audrey Saintas, Baptiste Lombard à la réalisation. Merci à Nicolas Goyer et Rod Tapi à la préparation de cette émission. À la semaine prochaine. Salut.